Bonsoir et merci de votre fidélité à la télévision nationale. Le 3 mai dernier, la communauté internationale a célébré la Journée mondiale de la liberté de la presse avec comme thème accès à l'information et aux libertés fondamentales, c'est votre droit. Dans le monde de la presse béninoise, la journée a été célébrée à travers plusieurs activités, des échanges initiés par l'Union des professionnels des médias du Bénin, la traditionnelle rencontre autour de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, le message du tout nouveau ministre de l'économie numérique et de la communication, Madame Rafiatou Monroux, et j'en oublie. Toutes ces activités répondent à la vision des initiateurs de la Journée mondiale de la liberté de la presse, qui permet, il faut le rappeler, de célébrer les principes fondamentaux de la liberté de presse, d'évaluer ses libertés, de défendre l'indépendance des médias et de se souvenir de nos confrères qui ont perdu la vie dans l'exercice de leur profession. Ce soir, nous ferons l'évaluation de la liberté de la presse au Bénin. Reporters sans frontières nous classe 78e sur 180 pays. Nous verrons ce qui a changé depuis les deuxièmes états généraux de la presse béninoise. Nous jetterons un regard sur le respect des règles déontologiques et éthiques. Nous nous pencherons sur la régulation et, si le temps le permet, sur la loi 2015-07 portant code de l'information et de la communication en République du Bénin, un texte qui n'est pas très connu. J'ai comme invité ce soir Souleymane Achanti, le vice-président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, à ma droite. Après lui, Franck Pochemin, le président de l'Union des professionnels des médias du Bénin. Et à ma gauche, Vincent Folly, directeur de publication de la Nouvelle Tribune. Chers invités, bonsoir. Bonsoir. D'abord, le thème de cette journée mondiale de la liberté de la presse, comme je l'ai dit, c'était accès à l'information et aux libertés fondamentales, c'est votre droit. La première question qui s'adresse à tout le monde, mais je commence par le vice-président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Est-ce que la presse béninoise jouit pleinement de ce droit? Monsieur le vice-président, vous êtes journaliste, même si vous êtes là en tant que responsable d'une institution. Okay. Merci beaucoup. Il faut faire remarquer qu'en ce qui concerne l'accès aux sources d'information, le Bénin n'est pas bien loti. D'autant qu'il s'agit d'un aspect qui a été développé ces dernières années et sur lequel la législation en vigueur paraît très récente. Vous savez que le Code de l'information a été adopté en 2015, donc l'année dernière, et qu'il est entré en vigueur. Alors que s'il faut se référer à la tradition dans les pays de grande démocratie, c'est un droit qui est en même temps contigu au droit à l'information du public. Et par conséquent, dans certains pays, ça fait déjà tout au moins 2 à 3 siècles que c'est déjà appliqué, notamment en Suède. Aux États-Unis, ça a commencé par prendre corps au milieu des années 50, 1950, donc vers 1960, je crois. Et même en France, c'est récent. C'est en 2005 que véritablement, il y a une directive de l'Union européenne qui a été mise en application pour rendre exécutoire cet accès aux sources d'information. Donc chez nous, nous sommes un État jeune, nous n'avons pas trop à nous en plaindre. Nous avons aussi un pluralisme médiatique qui est très vivace. Et donc par conséquent, nous nous réjouissons que cette disposition-là soit intégrée dans le Code de l'information et de la communication. D'ailleurs, il s'agit d'un arsenal d'une trentaine d'articles, et je pense que c'est la partie la plus volumineuse du Code de l'information par rapport à l'accès aux sources. C'est bien, puisque c'est intégré directement aux questions de déontologie. Vous savez que c'est les deux piliers même du journalisme, le respect de la déontologie et aussi l'accès aux sources qui regroupent en même temps la protection de la source. Monsieur le président de l'UPMB, je ne sais pas si vous avez bien écouté le vice-président de la RAC. Est-ce que le fait que l'accès à l'information ait connu quelques difficultés est lié au fait qu'il n'y avait pas, disons, de dispositions juridiques ou un cadre juridique?
puisqu'il évoque une loi qui est toute récente. Je dirais d'abord que, comme le vice-président l'a expliqué, à savoir que l'accès à l'information est contigu aux questions de liberté. Cela signifie simplement que dans tous les pays où on parle de liberté de la presse, il doit y avoir nécessairement accès à l'information, ce qui n'est pas le cas dans notre pays. Les premiers tests que nous avons eu dans la presse datent de 1960, la loi 72, qui n'a pas fait du tout cas à l'accès à l'information. Les tests qui ont suivi après, au lendemain de la conférence nationale, avec la démonopolisation de l'espace audiovisuel, n'ont pas non plus abordé le sujet. Et il nous a fallu important de profiter de l'avènement d'un nouveau code pour pouvoir insérer des dispositions relativement à l'accès à l'information. Mais ce code, il est très peu connu, hein, il faut l'avouer. Je crois qu'on va revenir oui. sur le code. Mais pour le moment, ce que je voudrais préciser par rapport à l'accès, si en 2015, nous avons été obligés, en refaisant nos tests, en finissant avec le système de législation éclaté, si nous avons fini par opter pour l'insertion des dispositions relativement à l'accès à l'information, ça veut dire que le besoin est là. Il est une réalité que dans notre pays, nous n'avons pas accès à l'information. Et la dernière fois, je crois, le 4 mai, lorsque nous étions à la haute autorité pour notre cérémonie traditionnelle de célébration de la liberté, de la journée de la liberté internationale de la presse, nous avons insisté pour dire que l'UNESCO, en retenant ce thème, c'est comme si elle s'adressait à la haute autorité de la communication du Bénin. Et j'ai le sentiment que, tel que le vice-président a expliqué le problème, c'est comme si, en tout cas, il n'en fait pas un problème particulier. Il trouvait que notre pays était trop jeune pour espérer déjà atteindre ce niveau de démocratie. Non, je crois que... Non, vous êtes en train de dire que vous n'êtes pas d'accord avec lui. Non, ce n'est pas ça. Je suis totalement d'accord avec lui. Seulement que j'ai l'impression que la HAC veut, parce que même s'il est journaliste, il est là en tant qu'institution, et j'ai l'impression que la HAC est en train de banaliser la question. Alors que avec le nouvel arsenal... Mais vous me dites que vous êtes d'accord avec lui. Oui, c'est une manière d'être d'accord. Okay, d'accord. Donc avec le nouvel arsenal juridique, vous voyez que vous fouillez le code de l'article 70 jusqu'à 107, ça ne parle que de l'accès, et vous voyez la HAC. La HAC est au cœur. Hein? Et si nous, Béninois, nous souffrons aujourd'hui, depuis la promulgation de cette loi, du défaut d'accès à l'information, la HAC est en grande partie responsable de cette chose, parce que lorsque le journaliste, et même le citoyen, parce qu'il est précisé que dans le code de l'information et de la communication, que tout citoyen peut s'adresser à une administration pour pouvoir prendre l'information. Maintenant, lorsque vous avez un obstacle devant vous, c'est la HAC qui est le recours. Nous avons l'obligation de saisir la HAC pour pouvoir avoir accès à l'information. Mais depuis plus d'un an que cette loi a été votée, nous n'avons pas eu tout le mécanisme qui doit permettre de pouvoir saisir la HAC. Le mécanisme n'est pas... Qui doit établir, qui doit élaborer le mécanisme, qui doit mettre le mécanisme en place? Non, il est dit... C'est la HAC? Oui, il est dit... si vous voulez saisir la HAC aujourd'hui, pour dire que je me suis présenté dans une administration à la mairie de Cotonou, je veux avoir telle information et on ne m'a pas donné une suite, vous faites la saisie, vous adressez au président de la HAC. Mais le problème, c'est que le mécanisme n'est pas encore mis en place au niveau de la haute autorité. Très bien, on va pas laisser le vice-président de la HAC réagir, peut-être qu'il reviendra là-dessus, mais pour évoluer, pour ne pas être pris de coup par le temps, je ne sais pas si vous voulez réagir. Je crois que le sujet pour lequel nous sommes là, c'est surtout par rapport à l'accès, le thème retenu par l'UNESCO. C'est vrai. Et nous y sommes, donc bien sûr, laissons-nous le temps de pouvoir... Bien sûr, c'est pour ça que je vais laisser réagir M. Vincent Folly, toujours par rapport au thème de l'accès à l'information et aux libertés fondamentales. Bon, écoutez... Oui, qu'est-ce qui vous fait sourire? Non, le vice-président me rappelle à l'ordre, c'est tellement pas son sourire. Il ne va pas entendre des choses qu'il ne veut pas entendre. Non, je ne dirais pas. Le vice-président a dit clairement que nous sommes un pays jeune, que même des grands pays ont appliqué donc, la règle de l'accès aux sources de manière, en tout cas, tout à fait récemment, et qu'il ne fallait pas s'inquiéter.
Bon, je crois que c'est son droit de penser ça. Il représente une institution, il est tout à fait dans son rôle. Et moi, je suis dans le rôle de dire que c'est le premier écueil, l'un des écueils que nous avons dans la profession, l'accès aux sources d'information, l'accès à l'information officielle même. Je peux dire que même sous quand le nous régime... parlons, sans vous couper, vous allez Oui. poursuivre votre réflexion, mais quand nous parlons d'accès à l'information et aux difficultés d'accès à l'information, il faut être concret peut-être. Est-ce que quand vous parlez d'information officielle, vous allez dans un ministère ou dans une institution, vous avez besoin d'informations et l'institution vous dit « niet », c'est ça? Il faut que les téléspectateurs comprennent, peut-être non. Vous avez répondu. Vous pouvez avoir à chercher une information auprès d'un quidam du ministère qui requiert. Imaginons, vous menez peut-être une enquête sur PPA 2, oui, je donne un il va exemple. requérir l'opinion de son supérieur hiérarchique. Et ça. quand bien même ce supérieur hiérarchique va prendre cet avis, il va dire, bon, écoutez, passez tel jour. Et nous n'avons pas toujours le temps d'attendre parce que l'information est une denrée périssable. Mais c'est des choses tout à fait banales que je vais dire. Et regardez le Conseil des ministres, le communiqué du Conseil des ministres pour parler de l'accès aux sources. Même jusqu'à présent, c'est avec la croix et la bannière. Mais lorsque le nouveau gouvernement est arrivé, qu'il a dit, bon voilà, nous ferons des conseils. Mais je ne sais pas si vous parlez de l'ancien ou de ce gouvernement, parce que sinon, nouveau, là, celui que nous avons. Sinon, d'habitude, on a le texte, même sur le net, il suffit d'aller sur le net, vous avez le texte. Oui, allez-y, parce que ces derniers temps, on ne l'a pas eu, hein, le tout premier conseil. Ça s'est passé relativement vite, après le communiqué du ministre secrétaire général à la présidence. Le texte du communiqué est arrivé assez rapidement. Mais le deuxième conseil des ministres, on n'a pas eu. Le troisième conseil, c'est-à-dire le dernier, on ne l'a pas eu. On n'avait pas d'interlocuteur. Donc le problème, c'est banalement, qui est-ce qui va nous donner l'information officielle? C'est tout ce que nous voulons. Or, ce n'est pas aussi facile que ça. Ça, ce n'est qu'un exemple entre 1000 qu'on peut prendre. Voilà. À propos de mise en place de mécanismes pour faciliter l'accès à l'information, le président de l'UPMB interpelle la HAC. Pourquoi on ne met pas ces mécanismes? Oui, cette interpellation qu'il a faite lors de la célébration de la Journée internationale de la liberté de presse, je crois que nous sommes tout à fait en phase avec ce qu'il dit. Les outils et les structures et les outils à mettre en place au niveau de la HAC ne sont pas encore totalement assurés. C'est quoi ces outils? D'abord, il faut une commission. Il faut désigner une commission au niveau de la HAC pour se charger des recours en termes d'entrave à l'accès aux sources. Maintenant, pour le moment, nous avons une commission qui est à cheval sur l'ensemble des actions que nous menons. Et donc, cette commission, c'est la commission législation et contentieux. Donc, s'il y a un recours, cette commission est en mesure. Maintenant, une commission spécialisée en termes d'accès aux sources d'information, nous ne l'avons pas. La deuxième chose que je voulais dire en termes d'outils, c'est que il y a dans le code de l'information, il y a des aspects qu'il faut nécessairement mettre en pratique avec l'appui du gouvernement. Les aspects qui concernent les redevances, le paiement, la facturation de l'information qui est livrée. Mais quand je vous écoute, monsieur le vice-président, j'ai l'impression que ce n'est pas, pardonnez-moi l'expression, ce n'est pas demain la veille de la mise en place de ces mécanismes. Non, ce n'est pas grand-chose ce que j'ai dit, parce que ces aspects-là ont trait à quoi? Ça a trait à la reproduction des documents. Quand vous demandez un document à une administration, elle est appelée à vous reproduire le document ou à la photocopier ou à vous l'envoyer à votre adresse. Et donc, ça demande un coût. Qui va payer la facture? Qui va payer cette facture? Et c'est sur ça que la loi a dit qu'il faut décider de commun accord avec le ministre des Finances. Maintenant, par rapport à la question du communiqué du Conseil des ministres,
Moi, je suis d'un pouvoir qui est censé accompagner les acteurs des médias, mais je ne peux pas du coup dire que le communiqué du Conseil des ministres n'est pas toujours disponible, puisque vous-même, vous venez de prouver que vous l'aviez dans les heures et les jours qui suivent. Et donc, par conséquent... Je n'ai pas dit exactement ça. Il est possible de l'avoir sur... il suffit d'aller aujourd'hui sur Google, sur Net. Oui, donc vous avez déjà donné une réponse à ça. En fait, ce que moi je veux dire, c'est surtout par rapport au fait que les collègues incriminent la jeunesse de notre État. Oui. Et c'est ça qui fait que les structures ne sont pas encore toutes en place. C'est partout. Par exemple, si vous prenez le code de l'information, il est prévu de mettre en place un bureau de vérification de la publicité et ça revient à la HAC. D'abord, la HAC n'a pas les moyens pour créer autant de commissions que possible parce que le budget est très restreint. Le personnel, il n'y en a pas. Jusqu'à nous continuer de demander au gouvernement, il faut nous appuyer en personnel et donc en personnel de qualité et qualifié également. Nous sommes toujours dans le débat qui concerne cette affaire de compétences. Non, monsieur le président de l'UPMB, avec la permission du vice-président, apparemment l'applicabilité de ce nouveau code de l'information, c'est encore peut-être dans quelques années, puisqu'il dit qu'il y a des problèmes à régler d'abord au niveau du gouvernement. Non, attendez, parce que ce qu'il dit n'implique la HAC que quand il y a entrave à l'accès à l'information. C'est-à-dire que vous êtes journaliste, vous écrivez à un organisme public, vous demandez à ce qu'on vous mette tel document à votre disposition et l'organisme public s'oppose. Mais c'est l'essence même. En ce moment, vous saisissez la HAC pour que la HAC puisse... Même avant cette étape, oui, laquelle? Lorsque je me rends dans une administration pour avoir de l'information et que l'administration est disponible pour me la donner, mais lorsque cette information a un coût, je suppose qu'il y a un document de, je ne sais pas, 100 pages ou bien 50 pages, comment facturer? La loi dit c'est la HAC qui fixe. Et dès plus d'un an après la promulgation... Non, la loi dit que c'est la HAC qui fixe, c'est ce que vous dites. Hein? Oui, c'est ça. Mais est-ce que la loi précise qui paye la facture? Oui, c'est le demandeur, c'est le requérant, le président des médias. C'est clair dans la loi. Mais c'est la HAC qui fixe un truc forfaitaire pour éviter l'abus au niveau de l'administration. Mais depuis le 20 mars 2015, donc plus d'un an maintenant, nous n'avons rien en ce sens. On va dire que si un journaliste se rend dans une administration, l'agent dit payez, vous devez payer, mais il va payer sur quoi? Très bien, on va évoluer parce maintenant, que... Je dois préciser que le président de la HAC a donné une réponse à cette question le mercredi passé. Il disait que la HAC a saisi le ministre des Finances parce qu'effectivement, dans la loi, il a précisé que la HAC fixe après avis du ministre des Finances. Donc, le président disait qu'il a saisi la HAC et le ministre des Finances et que c'est faute de retour, faute d'avis du ministère des Finances que la décision n'a pas été prise au niveau de la HAC. Et je voudrais en profiter pour préciser que lorsque nous disons que, lorsque vous dites que peut-être on va attendre encore 10 ans, en tout cas quelques années pour voir le code véritablement s'appliquer, quelque part c'est réel, parce que si on a déjà fait plus d'un an sans rien, sur place, comme si nous évoluions dans un environnement avec les anciens tests, alors que même si aujourd'hui le président sorti n'a pas su prendre les décrets d'application et effectivement les ministres également n'ont pas pu prendre les arrêtés, mais il y a des dispositions du code qui peuvent s'appliquer sans décret, sans arrêté. Très bien, on va évoluer parce que dans cette thématique accès à l'information, il y a le pan aux libertés fondamentales, M. Vincent Folly. Si on se focalise sur l'accès à l'information, on pourrait y passer toute la soirée. Pour l'aspect qui est lié aux libertés fondamentales, j'aimerais citer notre nouvelle ministre de tutelle à l'occasion de cette journée. Elle disait, en se référant à la période électorale, elle a dit « Il n'y a pas été constaté de situation d'atteinte à la liberté de la presse, pas de violence exercée sur les médias, pas d'arrestation arbitraire des journalistes, pas d'articles censurés, ni de fermeture de rédaction. » Alors, je pense que ça englobe le volet accès aux libertés fondamentales. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, avant de revenir à la déclaration de la ministre, je voulais dire un mot pour clore ce débat, si je peux me permettre. Oui.
Et le débat sur l'accès aux sources ne doit pas concerner les aspects pécuniaires, à savoir combien ça va coûter, la photocopie des documents. Je crois que c'est un débat d'épicier, si on fait ce débat-là. Le fondamental. Non, ce n'est pas. Moi, l'essentiel, c'est quoi? Attendez, il y a quelques années, j'étais allé à la Cour suprême pour demander un arrêt. Et la dame qui était là m'a dit non, cet arrêt, je veux voir le greffier principal pour vous donner ça. C'est-à-dire que vous étiez même prêt à Mais non, ce n'était pas mon problème de payer 10 francs. La photocopie, aujourd'hui, ça ne coûte plus rien. On ne peut pas s'arrêter à ces genres de débats. Je crois que la dame m'a dit, le greffier en chef n'est pas là, il est à une réunion. Je suis revenu une seconde fois. Le problème, c'est comment accéder à l'information officielle. Est-ce que les gens sont d'accord avec ce que le code dit, que c'est un droit du journaliste d'accéder aux sources d'informations officielles? Si le code reconnaît, il n'y a qu'à ventiler dans toutes les administrations. Et nous, on se présente maintenant pour avoir un document de 20, 30 pages, on va accepter de contribuer. Je crois que le reste, fixer les prix, on va traîner pendant des années pour faire ça. C'est l'accès, le principe de l'accès. Il faudrait qu'on accepte que le journaliste, il vient pour chercher l'information. Il n'y a pas à dire non, le directeur n'est pas d'accord, je prends l'avis du ministre d'abord. Non, nous devons aller très vite. Pour revenir à ce que la ministre a dit, moi je dirais simplement que Madame la ministre a un peu fait économie de vérité quand elle dit qu'il n'y a pas eu de sanctions. Elle s'est focalisée sur la période électorale. Non, je crois qu'elle vient d'arriver, elle n'est pas informée, ou alors celui qui lui a rédigé le discours ne lui a pas tout dit. Pendant cette période électorale, je parle sous le contrôle du vice-président de la HAC, qui a sanctionné un média audiovisuel, Golf pour ne pas la nommer. Maintenant, le problème, j'en parlais avec le président de la HAC tantôt. Elle parlait sur un plan général. En général. Non, un média a été sanctionné, il faut en parler. On lui a interdit de faire des reportages jusqu'à la fin. Or, ce média avait déjà pris des engagements. Et le problème, c'est comment ça s'est terminé. J'en parlais avec le président, et le président, je crois, ne va pas se contenter de rire. Il va me dire, parce qu'on a entendu dire qu'il y a une fédération des promoteurs des médias qui est intervenue de manière vigoureuse. Et dès le lendemain, Golf a commencé à émettre. Et ce n'est qu'à la veille, si je ne m'abuse, que la HAC a rapporté sa décision. Donc il y a une sorte de confusion qui me gêne là. Il y a eu bel et bien sanction d'un organe de presse. Et moi, par le passé, notre journal avait été sanctionné pour une période électorale pendant 3 semaines pour nous et 2 semaines pour d'autres qui avaient eu à faire la même faute, si je peux m'exprimer ainsi, à savoir la publication d'une lettre ouverte où le ministre Aoyo, pour ne pas le nommer, avait dénoncé les gens de la Cour constitutionnelle qui avaient estimé qu'ils avaient été diffamés. Et nous avons eu 3 semaines de suspension. Ça a été très dur pendant la période électorale. Monsieur le vice-président, je ne sais pas si vous allez réagir par rapport à la suspension de Golf, mais globalement, est-ce qu'on peut quand même dire que les libertés fondamentales, enfin la liberté de la presse, c'est quand même un acquis au Bénin? Oui, tout à fait, puisque nous avons les instruments qui permettent d'assurer cette liberté de la presse. Maintenant, comment c'est mis en œuvre, c'est peut-être là, il peut y avoir des couacs. Maintenant, concernant la période électorale, je pense que nous avons tous suivi que la HAC a beaucoup plus joué un rôle de régulation, purement de régulation, et que le cas Golf est un cas isolé, puisque il a cité sa publication. Non, ça ce n'est pas sous ce n'est pas sous cet accord. Le promoteur lui-même a reconnu devant les médias et devant l'instance de régulation qu'il était en faute. Et que par conséquent, il reconnaissait sa faute. Justement, pour poursuivre votre explication, eux, ils ont eu un regard sur la régulation, et je voudrais que vous ayez plutôt un regard sur le respect des principes déontologiques et éthiques, globalement, sur la presse nationale. Oui, c'est ça. Que ce soit le public que le privé, parce que nous parlons jusque-là peut-être du privé, mais parler de toute la presse. Oui, la déontologie, c'est le ventre mou de l'activité journalistique au Bénin. La déontologie n'est pas respectée, c'est ce que vous Non, dites. pas du tout. Pour la plupart des organes, si la HAC devrait vraiment appliquer
l'article 13 du Code qui dit que 13 manquements. Qui dit que Je rappelez quelques manquements. manquements. Par exemple, les déclarations sans fondement, les déclarations non sourcées, les journaux qui publient mais qui mettent de faux noms. Oui, c'est l'article 13 du Code, hein, je n'invente rien, je ne l'ai pas sous la main. Ça, c'est des exemples que je vous donne. Et l'article 13 du Code de l'information. C'est dans les principes généraux, donc on peut toujours retrouver ça. Donc il y a 13 manquements qui ont été évoqués, et si nous devons appliquer les sanctions par rapport à ces manquements, c'est qu'il y aura pratiquement plus d'organes, puisque aucun organe véritablement constitué ne respecte. Même l'ours. Même le public, même le public, quand je dis même le public, je parle de la télévision, de la nation. Quand vous dites aucun organe ne respecte. Oui, d'abord, si on va au niveau des services publics, si on doit appliquer la mission même de la HAC, c'est que le service public tel que ça a fonctionné. Oui, qu'est-ce que vous reprochez au service public? Donnez quelques exemples. Non, avant les élections, il y avait véritablement un problème d'accès équitable. Et ça, c'est un droit un droit du citoyen, véritablement, à avoir de l'information variée à l'antenne, mais ce qui n'a pas souvent été respecté, en tout cas en ce qui concerne la télévision publique. Pour la radio publique, c'est pas, il n'y a pas beaucoup de manquements en ce sens, accès équitable, mais il y a aussi des efforts à faire pour ouvrir vraiment l'antenne à toutes les associations, à tous les partis politiques. Vous voulez réagir au regard du vice-président par rapport au non-respect de l'article 13 globalement sur... Non, moi je suis dérangé parce que le vice-président dit si il voulait sanctionner, ils auraient été très durs envers les gens. Bon, les discours que le président de la HAC a prononcés le jour de la liberté de presse, c'est-à-dire avant-hier, hein, je crois, bon, il n'a pas fait mention de graves violations. Je crois que en général, les bon, ça c'est un cadre, médias... convivial. Il non, les médias ont fait leur travail et je mets le vice-président au défi de me prouver, à part l'insistance qu'il fait sur ce qu'il appelle les articles non signés. Non, je crois que pendant la période électorale, c'est une période où les journaux, j'allais dire les médias doivent gagner de l'argent parce que les gens font leur propagande, ils font leur publicité, ils envoient des choses. Ce sur quoi nous on insiste dans notre journal en particulier, c'est que quelqu'un n'attaque pas un autre candidat et fasse des attaques personnelles. Et nous on a repoussé des articles envoyés et tout fait et qui attaquaient d'autres candidats. Nous on n'a pas accepté ça et je crois que la HAC n'a pas fait beaucoup la différence de ce côté-là. C'est justement parce que la HAC a compris qu'il y avait un besoin de rentabilité des organes en période politique, en période électorale, qu'il y a eu certainement un regard beaucoup plus léger. Ça devrait être comme ça, c'est-à-dire en période électorale, dans tous les pays du monde, c'est comme ça. Autrement, il y a d'autres diffusions. Bon, votre journal n'a pas été indexé, mais il y a plein de publications où, franchement, il y avait des atteintes, des atteintes graves par rapport à la possibilité de certains candidats d'être présents dans ces organes-là, de pouvoir passer leur message et qui n'ont pas été respectés. Monsieur le Président, si on ne se fait pas... enfin, il faut qu'on avance pour ne pas se faire surprendre par le temps. Monsieur le Président, la journée mondiale de la liberté de la presse, au-delà de ce que nous avons dit, c'est aussi de défendre le principe d'indépendance des médias. Aujourd'hui, est-ce que les médias béninois sont indépendants, aussi bien indépendants vis-à-vis du pouvoir, indépendants vis-à-vis des pouvoirs financiers? Quel est votre regard sur... Aujourd'hui, 2016, c'est ça? Disons depuis quelques années. C'est une question délicate, hein, l'indépendance des médias. Il faut plutôt se réjouir de la pluralité des titres dans notre pays. Vous voyez, on a dit nous sommes un petit pays, nous n'avons pas un grand lectorat, mais pour autant nous avons beaucoup de titres. Ces facteurs favorisent quelque peu l'indépendance. Il faut l'avouer parce que lorsque des soirs, dans le quotidien, nous nous retrouvons face à des puissances
puissance d'argent, puissance à des leaders politiques qui ont besoin d'acheter de l'espace pour communiquer. Je crois que la pluralité a fait que ces puissances n'arrivent pas à acheter le plus grand nombre de titres. Et finalement, le lecteur qui a la quête de l'information sait où est-ce qu'il peut aller chercher l'information vraie, l'information réelle. Donc la presse n'est pas totalement indépendante. Monsieur Non, le problème, nous avons en face un patron de presse qui a évoqué tout à l'heure la question de la rentabilité des organes. Parce qu'au-delà du service de l'information pour lequel nous sommes assignés, il y a également que nous devons pouvoir, en tant qu'entreprise de presse, répondre aux charges. Il faut pouvoir assurer les charges, il faut payer les salaires à la fin du mois. Moi, je suis en tant que président du PME en droit de réclamer qu'on puisse, à la nouvelle tribune, payer les salaires à la fin du mois. Mais aux États généraux, les derniers États généraux, les deuxièmes, il y a 2 ans, je crois, c'était en 2014, le président de la République de l'époque, Boni Yaye, avait promis, je crois, pour aller dans votre sens, la mise sur pied d'un fonds d'appui au développement des médias et même d'une centrale d'achat d'intrants de presse. Qu'est-ce qu'il en a été depuis? Non, bon, au-delà d'un discours d'ouverture, je pense que dans le code même, le code de l'information et de la communication qui a été voté un an après les États généraux, il a été clairement précisé qu'il faut mettre un fonds de développement de la presse. Il n'est pas encore mis sur fond. Enfin, nous avons dit que depuis que la loi a été prolongée, c'est comme si on est on stagne. C'est le statu quo. Il n'y a jamais eu une nouvelle loi en réalité. Donc la loi prévoit qu'on puisse mettre en place un fonds pour le développement des médias. Ce fonds doit comprendre 5 membres, à raison de 3 pour le problème des médias, 1 pour la RAC, 1 pour le gouvernement. Il est financé par l'État, c'est ça, le fonds? Non, je crois que le fonds, là, prioritairement, doit pouvoir s'occuper de la gestion de l'État, la presse privée. À propos justement oui, il faut qu'on précise, oui, puisque vous avez parlé de fonds, que depuis plus d'1 an que le gouvernement n'a pas désigné son représentant dans ce fonds. Ouais, donc tout ça, ça bloque. À propos la haute autorité de la communication est, d'office suivant la loi, le président de ce fonds. Mais la haute autorité n'a jamais fait bouger les lignes depuis. Quelle ligne elle doit faire bouger? Peut-être faut-il que je demande au vice-président. Monsieur le vice... Non, monsieur, non, là, une question précise avec vous. L'aide dont il a parlé tout à l'heure, l'aide à la presse privée, c'est bien cela, hein? Oui. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça vaut? Comment c'est géré au niveau de la RAC? Non, la RAC ne gère pas l'aide de l'État à la presse privée. Ce sont les associations professionnelles qui gèrent leur aide. La RAC facilite la gestion de l'aide. En faisant quoi? Il le sait bien, il peut peut-être vous donner plus de détails. La RAC facilite, elle met le cadre pour pouvoir discuter, pour échanger, pour répartir les crédits. C'est tout. Pour le reste, en ce qui concerne les décisions qui sont prises, je pense que lui-même il siège dans cette commission. Ces décisions sont prises à l'unanimité des membres présents. Or, la RAC est minoritaire dans cette commission. Donc, la RAC ne gère pas. Elle a peut-être la présidence, mais elle n'a pas voix prépondérante. Ensuite, ce que je voulais dire par rapport à l'aide de l'État à la presse privée et à la création du fonds, c'est d'inviter les associations professionnelles et aussi les directeurs des organes de presse à prendre à cœur ce problème, parce que j'ai le sentiment qu'au niveau des professionnels de l'information, ce n'est pas une question qui est préoccupante. Puisque depuis que la loi a été votée et qu'il est dit qu'il faut mettre en place un fonds, la RAC était déterminée à mettre en place ce mécanisme de financement durable, mais à un moment donné, en tout cas moi particulièrement, j'ai eu le sentiment que certains acteurs, notamment les présidents d'associations, étaient pour plus de souplesse dans l'application de la loi. Oui, bien sûr. Et donc la RAC... La loi n'a jamais été appliquée. Donc la RAC a Il va finir, vous allez réagir. La RAC a dû faire ce que je vais appeler des concessions aux associations professionnelles pour que cette question de mise en place du mécanisme de financement qu'est le fonds, que cette question soit retardée.
Vincent Follet veut réagir. Vous voulez réagir par rapport à ce que dit le vice-président? Bien sûr, j'ai une opinion sur ce que sur le fond et ce que ça implique. Mais je veux revenir sur la question d'indépendance. Très rapidement, oui. Très rapidement, vous avez parlé de l'indépendance. Est-ce que la presse, les médias sont indépendants? La question de l'indépendance se pose en des termes, c'est le premier mot, c'est-à-dire que c'est la question fondamentale. Est-ce que la presse est indépendante? Je crois que la question pendante que vous devez poser, c'est est-ce que la presse est libre? Est-ce qu'elle est libre? Mais ce n'est pas la même chose que la presse est indépendante. Est-ce que la presse est libre? Mais nous avons déjà fait un bilan, on a fait un bilan sur la liberté de la presse. Oui, mais la question n'a pas été approfondie. La presse n'est pas... On ne peut pas dire que notre presse ressemble à la presse d'un pays comme l'Érythrée, qui est le dernier pays sur... On va parler du classement. Le classement de Reporters sans frontières. D'autres pays, il y a eu relative liberté. Même sous le régime précédent, qui a eu des excès, il y a eu beaucoup de propagande, mais nous sommes libres. Nous sommes libres, mais est-ce que nous sommes indépendants? Vous dites qu'on n'a pas évoqué la question de la liberté. Vous êtes en train de me dire, dans le même temps, on est libre. Avancez alors. On est libre, comment? C'est vous qui avez dit on est libre. Eh bien, laissez-moi terminer. La liberté n'est jamais totale. Même les pays qui sont libres ne le sont pas libres totalement. Je crois que la question de la liberté rejoint la question d'indépendance, mais la question d'indépendance approfondit la question. Est-ce que la presse est indépendante? C'est celle que je vous ai posée. Elle n'est pas indépendante des pouvoirs politiques. La presse de notre pays n'est pas indépendante des pouvoirs politiques. Pourquoi? Je veux donner les pouvoirs politiques, des pouvoirs économiques. Pourquoi? Vous êtes mieux placé pour me dire ce qui se passe sur cette... Non, je suis là pour poser des questions. Oui, bien sûr. J'ai le rôle le plus facile. La télévision nationale, pendant les 10 ans de Boni Yayi, a donné l'exemple d'une presse qui est complètement aux ordres du pouvoir politique. On n'a rien compris. Et la HAC elle-même... Qu'est-ce que vous voulez dire concrètement, c'est-à-dire? Concrètement, ça fait 8 ans que moi je suis venu à la télé. 8 ans, il y avait des émissions sur la télévision nationale. Des émissions, je veux parler d'une seule émission. Si on ne vous a pas invité, vous n'étiez pas banni sur la télévision nationale. Donc, bon, écoutez, je ne veux pas parler de moi. Allez-y. Je ne veux pas parler de moi particulièrement. La presse n'est pas indépendante. Je n'ai rien à expliquer de plus que ce qui existait, à savoir que notre télévision nationale était la télévision du président Boni Yayi. Tout le monde le sait. Aujourd'hui, on respire. Et vous pouvez remarquer que le président qui est nouvellement élu, qui dit qu'il ne veut pas se faire voir à la télé, qui ne montre même pas ses audiences, qui ne dit même pas où il va danser le dimanche, le jour de son anniversaire, nous on est soulagés parce qu'on n'avait pas des images de Yemi Koji, d'ouverture, de voix, de pavé. Ça c'est pour la télévision, c'est très bien, ça c'est pour la télévision nationale. Maintenant, les autres télévisions n'étaient pas libres non plus, puisqu'elles dépendaient de la propagande gouvernementale. On savait ce que faisait Golf pendant la période des 10 ans de Yayi. La presse écrite, elle vit, et c'est la parente pauvre. Parce que pendant les années Yayi, c'est elle qui a été considérée reléguée au second plan. Moi, je me souvenais des années où les télévisions prenaient les journaux pour avoir les informations. Mais pendant les 10 ans de Boni Yayi, c'est à la télé que nous allions chercher l'information. Même quand on fait un remaniement ministériel, c'est une télé qui annonce sur bande défilante que tel ministre a été changé. Ce n'était même pas l'information officielle. Elle avait l'information officielle avant. Donc la presse n'est pas libre parce qu'elle n'est pas indépendante financièrement. Et ça, c'est bon. Et vous avez évoqué le code de l'information tantôt. Vous avez dit, oui, il y a un volet de la HAC de ce code que vous devez nécessairement réaliser, mais parce que vous n'avez pas de moyens. C'est le code de la publicité. C'est fondamental. Aujourd'hui, je le dis à nos amis de la nation, je le dis à nos amis de la télévision nationale. Et les gens croient que c'est un combat personnel que je fais. Ce qui se passe au niveau de la publicité, c'est un monopole de fait d'un seul organe, à savoir la nation, qui a toutes les publicités, qui a toute la possibilité d'avoir les abonnements. Les ministères sont obligés de s'abonner à la... Donc il y a quelque chose à faire. Ça ne se passe pas comme ça. Pourquoi vous pensez qu'ils sont obligés? Pardonnez-moi de dire ça, mais les ministères sont quand même libres de s'abonner à quel journal? En priorité, les ministères nous disent, nous, on doit prendre d'abord la nation.
Je C'est suis d'accord c'est un parce choix. que non, c'était d'abord ça C'est un parce choix. que c'est une histoire. Il y a une histoire à ça. Ça vient du PRPB qui à l'époque n'avait pas les moyens de financer le journal national et qui a demandé à l'époque, moi je n'étais pas dans le pays, Au fond, qui a demandé à l'époque. Monsieur Folly, Oui. moi je suis client, je suis lecteur, Oui. je parle un peu au nom Oui, du ministère oui. que je ne représente pas. Oui. Si moi, ministre, Oui. j'estime que c'est le quotidien X, Y et Z qui m'intéresse, auquel je veux m'abonner, qu'est-ce qui m'empêche de le faire? Je ne suis pas obligé de m'abonner à la Nouvelle Tribune si j'estime qu'elle ne m'informe pas. Je veux avoir votre avis là-dessus. Non, moi, vous êtes libre de faire ce choix, mais vous savez que c'est à la Nouvelle Tribune que nous, on veille pour vous apporter l'information. Et que nos amis de la Nation, dès qu'ils ont 10 à 15 pages de publicité sur un journal qui en compte 24... C'est pas la faute de la nation, ça. Non, je ne parle pas ils ne sont pas devant moi. Voilà. Moi, je ne voulais pas parler de choses. Je parle des choses qu'il faut revoir, c'est la publicité. C'est la publicité qui fait vivre un journal, qui fait vivre une télévision. Or, le fait que Golf n'émette que sur Cotonou, à Ouida et choses, ça limite son champ d'action. Et l'annonceur qui veut que le message atteigne l'interlocuteur ou bien le téléspectateur de Choumi Choumi, eh ben, c'est la seule télévision qui a ça. Donc, tous les messages nécrologiques, par exemple, viennent d'abord chez vous avant d'aller chez les autres. Donc, il y a quelque chose à faire sur la publicité et je vous prie de prendre à cœur ce problème, les amis des associations professionnelles, de faire en sorte que la publicité soit régulée, qu'il n'y ait pas un monopole de fait d'un organe de presse. Ça se fait ailleurs. Allez regarder en Côte d'Ivoire. C'est fait depuis des années. Comment réguler la publicité dans un espace restreint comme le nôtre? Bon, il a déjà donné... Mais monsieur, excusez-moi, j'ai l'impression que nous avons fait une option depuis la conférence nationale qui impacte tous les segments de la société. C'est le choix, le libéralisme. Oui. Est-ce que de ce point de vue, on peut dire qu'on régule la publicité? Oui. Je vais répondre à cette question, mais je voulais revenir sur la question de l'indépendance. Oui. Je pense que les professionnels eux-mêmes ont donné l'arme au pouvoir politique pour les abattre. En faisant? Du fait que dès la première mandature du président Boniaï, la plupart des organes, peut-être sauf la Nouvelle Tribune et la Presse du Jour, sont allés signer des contrats avec le pouvoir. C'est vrai. Des contrats de prestation de services. Il y avait plus de 20 organes. Et si vous signez ce genre de contrat de prestation de services, vous ne pouvez pas être indépendant. Vous allez restreindre votre domaine d'indépendance. En tout cas votre champ d'indépendance. Et c'est ce qui s'est passé. Et au fur et à mesure que le pouvoir a compris qu'en signant des conventions, en donnant de la publicité ou en donnant des publics reportages aux organes, je les ai avec moi, le pouvoir a avancé là-dedans. Et c'est normal, quand vous ouvrez la brèche, ils vont y entrer. Non, maintenant, attendez qu'il finisse de s'expliquer. Oui, d'abord, il va finir rapidement, oui, parce qu'il doit s'exprimer sur la régulation de la publicité. Je pense que c'est arrivé parce que il y a pas, c'est-à-dire le champ publicitaire est restreint. Oui, est restreint. Comment le réguler? Chez nous, par exemple, vous avez un marché publicitaire qui est très maigre. Vous avez à peine 4 ou 5 grandes sociétés qui sont des sociétés d'État, malheureusement, qui ne sont pas des sociétés privées. Et vous avez également les autres sociétés privées qui ont quand même une certaine situation, une solidité financière pour faire de la communication, pour faire de la publicité, qui pratiquement ne s'empressent pas de le faire parce que bon, le pays est déjà assez réduit et puis il y a les radios, il y a les télévisions. Donc aller mettre dans un organe de presse, c'est pas toujours la voie indiquée par les chargés de communication. Si vous voulez réagir. Donc si on veut réguler la publicité, oui, pour répondre à votre question, si on veut réguler la publicité, il faut nécessairement mettre en place le bureau de vérification de la publicité, qui en fait n'est pas totalement le régulateur de la publicité quand je lis la loi, parce qu'en fait c'est pour vérifier les atteintes à la déontologie, c'est-à-dire la protection de l'enfance. C'est en fait ça. Oui. Maintenant, je pense qu'il y a un travail à faire, à se doter d'un code clair de la publicité, oui, et ensuite à faire en sorte que les organes d'information soient pris en compte dans
Le cadre de ce code. Oui, dans le partage. Très bien. Vous voulez réagir, sinon l'amende on va publicitaire. avancer. J'ai une autre Je vais question. réagir. Oui, C'est-à-dire mais que- très rapidement, parce Non, que non, on va s'exprimer un peu sur notre place, aux 6 points que nous avons gagnés. J'ai l'impression, tel que le débat se mène là. Non, c'est le temps, c'est pas moi. Non, je crois Allez-y. qu'il faut qu'on reprenne le débat là. Allez-y, allez-y. Parce que Réagis. on survole tous les sujets. C'est des sujets En très 50 préoccupants en pour nous. 52 minutes, on ne Hein, peut pas faire mieux. Oui, oui. Allez-y, Vous aurez pu, par réagissez. exemple, organiser un débat sur l'accès à l'information. Très bien, allons-y, on ne va pas faire ça Voilà. ici. Par rapport Réagissez. au problème de la publicité, je crois que le code, le législateur, les dispositions qui sont contenues dans le code là, permettent de régler un tant soit peu le problème qui se pose par rapport aux charges que les organes de presse doivent assumer. Et je précise que si le gouvernement avait proposé 20 millions, on dit vulgairement qu'il refuse de gagner 20 millions, mais dès lors que le chef d'État a gagné son pouvoir, a renouvelé son mandat en 2011, il n'a plus renouvelé les contrats. Il n'y a jamais eu de contrats gouvernementaux pour la presse écrite de 2011 à 2016. Ça n'a pas existé. Non, parce qu'il y a eu une passion. Hein. Ce n'est pas que le gouvernement ne voulait pas. Non. Les télévisions ont continué à avoir la... Demandez aux amis de non, golf. J'ai dit les presses écrites. Les presses J'ai écrites. précisé. Oui, oui. Voilà. J'ai Non, bien non. dit 20 millions. Oui. Pour les télévisions, il n'a jamais été question de 20 millions. C'était plus C'est que des ça. centaines de Mais millions. au fond- Mais par contre, donc c'est pour régler tous ces problèmes-là, pour permettre aux organes qui vont subsister après les réformes, la mise en œuvre des réformes contenues dans le code, qu'il a été prévu de gérer, de réglementer la publicité. Et ça se fait, comme il l'a dit, en Côte d'Ivoire, et c'est concluant. Si Mais nous c'est pouvons- réglé si la- comment? Dites un mot en une minute. C'est d'organiser la publicité. On l'organise comment? Oui, Bon, on va pas- on Oui, Vincent l'orga- Folly. Oui, on l'organisera de la manière qu'on voudra tous ensemble. Moi, je ne voudrais pas parler parce qu'il faut mettre en place, et il y a plusieurs acteurs. Il y a les annonceurs que nous sommes, c'est-à-dire nous, on est diffuseurs. Il y a en aval, il y a les agences de communication et oui, et de publicité. Et donc, plus bas, il y a l'annonceur. Donc, nous, on est seulement en fin de la chaîne. Il y a aussi les consommateurs. Les consommateurs qui peuvent réagir par rapport à ça. Ce que veut dire, ailleurs, c'est, et en Côte d'Ivoire par exemple, il y a un audimat tous les mois pour dire quels sont les journaux, quels sont les médias qui ont l'audience. Il faut qu'on en arrive aujourd'hui. Quand on dit qu'il y a 50, 60, 100 journaux, ben, il y a journaux et journaux. Je ne veux pas parler pour minimiser qui que ce soit, mais je dis, on doit considérer le contenu, on doit considérer le type d'information que la presse donne, et on fait un audimat pour savoir quel est le journal, quels sont les journaux qui représentent l'opinion. Et ben, pour ça... Sur la question de la Oui, Oui. monsieur le vice-président. Tant que les organes de presse écrites ne préciseront pas le nombre d'exemplaires qu'ils tirent Chaque jour. chaque jour, il serait difficile de capter la publicité. Non, je Parce crois que que c'est important non, la HAC pour même a un déjà chargé. réglé ce problème-là. Oui. La HAC a déjà réglé le problème. La HAC fait obligation aux organes de presse de donner le tirage. contact, de donner non seulement les tirages, ils peuvent ne pas donner la réalité de leur tirage, Oui. mais vous insistez pour que les organes de presse mettent le téléphone, l'adresse de l'imprimerie, le numéro de téléphone. Vous organisez des missions pour aller vérifier le siège physique des organes. Organisez également des missions pour aller vérifier les tirages. En tout cas, tout ça, on ne va pas faire ça en l'air. Il y a faut des le faire quotidiens qui... dans le cadre. Il y a d'abord que Oui, mais la première difficulté, c'est la après, vérifier. multiplicité des organes de presse, de la presse privée. Aujourd'hui, nous sommes combien de quotidiens? Certainement une bonne cinquantaine. Je veux dire dans ce contexte. Et quand on dit quotidien, il faut savoir ceux qui sortent une fois par semaine. Voilà, c'est l'organisation que je voulais justement invoquer. Une fois brusquement aussi. Donc, c'est à vous d'abord d'organiser Oui, à ce niveau. il y a de quelque vous chose à organiser. faire pour La l'organisation. régulation de la publicité règle tous ces problèmes. Oui, et on le fera. Tous ces problèmes. Et ça assainit totalement notre Très bien. fonctionnement. Avant de faire la conclusion, on va quand même dire un mot. La conclusion Oui, du parce débat. qu'il reste quelques minutes. On va dire un mot sur notre classement. On avait 52 minutes sur notre classement, je l'ai dit en introduction. On va peut-être commenter ça. C'est vrai qu'on en a parlé puisqu'on a évoqué les libertés. Mais je veux comprendre le sens. On était 84e en 2015, 78e maintenant, on gagne 6 points. Comment est-ce que comment ça se traduit? Comment vous l'expliquez? Non, il n'y a pas eu un miracle. Les Reporters sans frontières ne font pas de magie. Très bien. Et même si le président turc avait été à la tête de notre pays, c'est une manière de dire que même si Bouyai était resté, en 2016, là, au moment où le classement sortait, c'est que
C'est les chiffres, notre position. C'est quoi les principaux indicateurs? Je sais qu'il y a les violences commises Oui, contre ce qui a les milité, journalistes, on les va assassinats. beaucoup plus insister sur... Parce qu'il n'y a pas eu d'assassinat de 2006 à 2015 et pourtant on a été déclassé. Il y a la censure. Mais ce qui a milité pour qu'on obtienne un meilleur classement, oui. C'est surtout le vote du code dépénalisé. Parce que désormais, au Bénin, même si ça a été fait en retard par rapport à d'autres pays de la sous-région, vous imaginez que le Togo a un code dépénalisé depuis plus de 10 ans maintenant. Donc, même si on l'a fait en retard. Le Togo est 88e. Oui, Sûr. 88e par rapport à 2016. Oui, en 2016. Donc, en 2015, le Togo était 80e. Attendez, il va finir finissez rapidement. Donc, c'est pour vous dire expliquer. que le classement, le nouveau classement qui favorise un tant soit peu notre pays, c'est dû notamment au fait que nous avons cette loi dépénalisée, parce que c'est un critère important au niveau de Reporters sans frontières. Mais il y a également que, vers la fin du régime, nous avons observé que les contrats occultes ont disparu quelque peu. Donc la presse est retrouvée pour l'audiovisuel. Par rapport au pouvoir public. Ce que j'annonçais depuis 2011 là, c'est vraiment en 2015 qu'au niveau de nos pays, ils ont senti qu'il y avait plusieurs contrats là au niveau de la presse écrite. Mais on est quand même devancé par un certain nombre de pays comme le Ghana, le Botswana, si je la Mauritanie même. Un pays post et coup d'État. Voilà. 48e. Comment on l'explique? Non, mais c'est le cadre du travail. Ça veut dire quoi? Quand je prends l'exemple que vous donnez, la Mauritanie, est-ce que le cadre légal, le fonctionnement des médias s'est amélioré du coup au lendemain des coups d'État? Non, je ne crois pas que ce pays soit plus démocratique que le nôtre. Mais je crois qu'il y avait une atmosphère créée par le régime précédent où il y avait beaucoup plus de propagande, de communication que d'information. C'est ça qui détermine. Donc, ce n'est pas le classement de Reporters sans frontières ne dit pas que nous sommes les meilleurs journaux, les meilleurs médias du monde. Non, la France, même cette année, la France est 45e. Or, nous, en matière de qualité, ce n'est pas la qualité des journaux français, nous n'avons pas le niveau des journaux français. C'est le cadre légal, le cadre d'exercice de la presse, du métier de journaliste, c'est ce cadre-là que les gens qualifient. Et quand il y a des atteintes, même dans les pays démocratiques, des restrictions, en France, il y a l'état d'urgence à cause comment on appelle, des actes de terrorisme. Et ça ne favorise pas un bon classement pour ce pays. Par exemple, je parlerai d'un pays comme les États-Unis qui sont 41e. Et nous sommes 78e au classement. Donc, ce n'est pas la qualité de la presse qu'on voit, c'est le cadre créé par le pays qui sert de choses. Et c'est parce que le régime précédent avait fait beaucoup de propagande et très peu d'informations que, voilà. On va dire le mot de conclusion de cette émission. 52 minutes, c'est pas pour aller dans le fond de tout le débat qu'on peut recommencer. Je vous pose une question pour que vous fassiez. On a l'occasion de revenir sur certains sujets. Monsieur Vincent Folly, pour conclure ce débat, qu'est-ce qu'il faut pour améliorer les conditions d'exercice de la profession de journaliste au Bénin? En une minute. En une minute? On dit la liberté d'expression, la liberté de presse, c'est la liberté de dire ce que l'autre ne veut pas entendre. Est-ce que nos gouvernants sont prêts à accepter ce qu'ils ne veulent pas entendre? C'est-à-dire, je vais aller chercher l'information qu'ils nous cachent. Regardez par exemple la réunion de réconciliation d'Abidjan. Comment en avons-nous été informés? C'est à travers les médias ivoiriens. Et c'est à son retour que le président de la République nous a fait un petit résumé de ce qui s'est passé. Ce n'est pas normal. Dans un pays normal, c'est le contraire. L'information doit venir d'abord de chez nous. Il faut créer un cadre pour que l'information circule. La moindre des choses, le président fête son anniversaire, c'est une affaire privée, mais il faut le faire aussi discrètement pour qu'on ne sache pas qu'il est allé à l'église de Gbeto ou de Tanto. Il faut qu'il le fasse, mais s'il se montre et il est avec ses amis, ça gêne. Non, moi pas. Il peut aller faire son anniversaire. Mais le problème, c'est que l'information officielle doit circuler. Ce qui s'est passé à Abidjan a été fait dans une telle opacité que nous n'avons pas eu l'information. On vous a compris, Monsieur le Président de l'UPMB, pour conclure ce débat. Oui, je ne sais pas si c'est la même question, je dois répondre à la Bien sûr, c'est la même question. C'est la même question. Faut faire c'est exactement la même question à tout le monde. Je crois qu'il faut
il faut mettre en application les grandes résolutions issues des États généraux. Ça fait 2 ans maintenant que ça traîne. Nous avons édité des documents à 1 millier d'exemplaires qui somnolent au niveau de la haute autorité de l'audiovisuel de la communication. Je ne sais pas s'ils ont autant d'espace pour pouvoir garder depuis 2 ans 1 millier de documents. Il paraît que nous, on avait voulu forcer un peu les choses pour pouvoir faire appliquer les décisions issues de On nous a dit que tant que le chef d'État n'a pas reçu, maintenant l'État est en continuité, on va espérer que le nouveau chef d'État puisse prendre enfin les conclusions. Ces conclusions vont nous permettre d'installer le comité de suivi. Et ça, plus la prise de décret d'application du Code de l'information et de la communication, je crois qu'on peut espérer un meilleur avenir pour notre presse. Monsieur le vice-président, le mot de conclusion, avec la même question. Non, ce qu'il faut faire d'abord, c'est ce que la RAC a commencé par faire. Ben, il semble dire que... C'est d'abord de mettre en place ou de faire des propositions au gouvernement pour la nomination des directeurs d'organes de service public qui vont assurer véritablement l'indépendance du service public. Et je pense que nous avons déjà lancé un appel à la candidature. J'espère que vous allez vous manifester aussi, si vous tenez vraiment à faire appliquer ce besoin d'indépendance et de liberté sur la chaîne de service public. Ensuite, je voudrais dire aux professionnels des médias que nous avons passé les élections et qu'au niveau de la RAC, nous avons été beaucoup tolérants et beaucoup indulgents. Maintenant, nous avons un code de l'information. Il faut que les professionnels le lisent, l'adoptent et l'appliquent. Sinon, les dispositions qui sont dans le code seront appliquées avec la rigueur de la RAC. Merci, monsieur le vice-président. L'accès à l'information et aux libertés fondamentales, c'est autour de cette thématique que nous avons essayé d'échanger ce soir avec M. Souleymane Achanti, le vice-président de l'AAC. Le temps est vite parti, on ne peut pas épuiser toutes les idées. M. Franck Pochemin, le président de l'Union des professionnels des médias du Bénin, M. Vincent Folly, directeur de publication de la Nouvelle Tribune. Merci, chers invités, d'avoir répondu à mon invitation. Merci aux téléspectateurs, merci aux techniciens de l'ombre. À dimanche prochain.